lundi de la mémoire est consacré à une personnalité de la région, qui est Martha Desrumaux. Le grand spécialiste de Martha Desrumaux, c'est Pierre Autric. On a la chance qu'il soit parmi nous. Je le présente en deux mots. Pierre Autric est quelqu'un de très diplômé. Il est docteur en littérature, il est agrégé d'histoire et il a aussi un DEA d'histoire. Et c'est vraiment le spécialiste de Martha Desrumaux. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. On vous donnera la liste de ses ouvrages et des ouvrages qu'il édite aussi, car je crois qu'il a une maison d'édition. On vous la donnera à la fin de la séance. Voilà. Et alors, Pierre, le discutant qui sera avec Pierre Outringue, c'est Pierre Chéret, qui est le responsable du comité d'entente des associations concernant la résistance, la déportation et l'internement. Voilà, je ne garde pas la parole plus longtemps. Pierre, tu as la parole. Et merci encore d'être avec nous. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Merci de nous accueillir, Pierre et moi. Et nous allons bien avancer, même si on a un problème technique par rapport aux iconographie que j'avais prévu d'ajouter. Mais on verra après, lorsqu'on finalisera cette émission, comment on pourra faire. Donc, on va faire sans. C'est dommage, mais ce n'est pas essentiel. On peut s'en passer. Voilà. Pierre, peut-être tu commences ? Oui. Alors, bonsoir à toutes et à tous, et merci de m'avoir confié cette tâche de débattre, d'être, je dirais, un peu l'animateur de cette rencontre de ce soir. La déportation d'une militante communiste, Martha Desrumaux. Ce choix d'aborder, y compris la déportation d'une femme à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, est un choix, à mon sens, très judicieux. Une ouvrière, une syndicaliste, une militante politique, une dirigeante qui va, au fil des combats dans lesquels elle s'implique, va s'affirmer par ses qualités d'organisatrice et sa force d'entraînement dans des actes de résistance et de solidarité, y compris au cœur du camp de la mort qu'est Ravensbrück. Avec Pierre Autric, nous allons avoir cette possibilité ce soir de détailler pour partie ce parcours, parce que tellement il est riche. Pierre, tu travailles encore d'ailleurs sur ce parcours exceptionnel, et j'ajouterais d'une combattante féministe, une combattante qui va contre vents et marées dans cette période du début du XXe siècle, où s'applique encore d'ailleurs le code de Napoléon, ce code, je vous le rappelle, qui a institué jusqu'en 1965 l'incapacité juridique de la femme mariée et garantissant la famille patriarcale. Eh bien, Martha Desrumaux n'aura de cesse de bousculer par sa pratique, à mon sens, ce sens des responsabilités, bousculer cet ordre établi et ces dominations qui engluaient notre société. Pierre va certainement nous le confirmer, cette femme des filatures textiles fait partie de ces ouvrières, bien que n'ayant eu qu'une instruction scolaire limitée, vont acquérir sur leur lieu de travail, au fil des mouvements sociaux, une conscience sociale élevée qui les verront en première ligne dans nombreuses luttes, y compris dans cette grève d'ailleurs de mai-juin 41, et que Martha va construire dès 1940. Pierre, je n'entrerai pas plus dans les détails. Je te laisse nous faire découvrir Martha, ses combats qui les conduiront dans la résistance et malheureusement dans sa déportation. Voilà, je te laisse maintenant peut-être nous donner quelques éléments pour ouvrir, je dirais, ta réflexion et tes éléments que tu vas nous apporter au fil de cette rencontre. Merci Pierre, merci à vous toutes et à vous tous. Martha naît à la frontière belge, au bord de la Lys, à Comines. Peut-être si j'avais une image de Comines, je montrerais le beffroi de Comines. Ces grandes tours, pour certaines médiévales, qui veulent marquer la puissance d'un nouveau monde qui s'empare de notre région et de l'Europe en
Ce sont des patrons du textile, des employeurs, des entrepreneurs, et Comines est connue dès la fin du Moyen Âge pour son textile. Et ça va jouer un rôle très important dans la vie de Martha. Je vais aller très vite parce que l'objet n'est pas de faire une biographie de Martha, mais l'objet, c'est de centrer le parcours de Martha dans les années 30 et les années 40. Peut-être une deuxième image qui va peut-être en surprendre certains. Lyon, la Croix-Rousse. Pourquoi? En mai 1917, la population de Comines, du moins celle qui était restée sous l'occupant allemand, à partir d'octobre 1914, est déplacée. Elle doit quitter les habitations, menace d'une attaque britannique. Martha va partir avec sa famille, sa maman, ses 4 sœurs et ses 2 frères. C'est son premier long voyage qui l'amène à Lyon après avoir traversé la Belgique, remonté le Rhin, passé en Suisse, arrivé en France par Annemasse. C'est un trajet connu. Il y a une très belle exposition à Annemasse, justement, sur les évacués qui faisaient ce trajet pour bien sûr contourner les zones rouges de la guerre. Et elle se retrouve à Lyon. Martha, déjà, a un bagage, si j'ose dire, syndical. Elle a commencé à travailler à 9 ans, comme bonne à tout faire. Elle a fui ce travail. Ensuite, elle va travailler dans les usines, dans les ateliers textiles de Comines, dès l'âge de 11-12 ans. Même si la loi n'autorisait pas le travail des enfants avant la 13e anniversaire. Donc, et là, elle va être confrontée à un autre monde, le monde de l'entreprise, et surtout à la fois la dureté des conditions de travail et aussi les débuts de la naissance du mouvement ouvrier, les premières luttes qui se déroulent à Comines, les solidarités, et cette idée qui est très importante chez elle de s'organiser avec les autres. Ainsi, en 1910, elle n'a que 13 ans, elle adhère à la toute jeune CGT. Et, comme vous allez le voir, elle a très vite une certaine conscience. Comme dirait mon professeur Roland Trempé, elle a un instinct de classe. Le 1er août 1914, ayant appris l'assassinat de Jaurès, elle quitte subrepticement l'entreprise où elle travaillait, court à la maison du peuple de Comines et met en berne le drapeau rouge qui flottait à son fronton. Pour elle, l'assassinat de Jaurès, la mort de Jaurès, sonne le glas des espoirs pour la paix, et pour elle aussi, elle a conscience que la guerre va coûter cher au petit peuple, à ses ouvriers, à ses commerçants, à ses paysans, qui vont être frappés par la guerre. En 1917, elle arrive donc à Lyon, et là, c'est un autre monde. C'est la première fois qu'elle découvre une grande ville, qu'elle découvre une autre culture, une autre civilisation, si j'ose dire. Bien. Des gens bien habillés, différents d'elle. Et à Lyon, elle trouve une place chez M. Hasbrouck, industriel de Comines, qui avait, lui, évacué dès août 14. Elle y travaille. Il avait son entreprise rue Philibert Delorme, au pied de la Croix-Rousse. Alors, la Croix-Rousse, c'est la grande colline lyonnaise, celle qui avait vu en 1831 à 1834 de grandes luttes des canuts qui sont restées dans la mémoire lyonnaise et plus largement dans la mémoire du mouvement ouvrier. Donc, vous voyez ce double aspect
découvrir notre monde, découvrir d'autres formes de lutte, une autre histoire. Et Martha, dans cet atelier qui compte environ 250-300 ouvrières, va organiser une lutte autour de deux revendications, amélioration des salaires et amélioration des conditions de logement. Je ne rentre pas dans les détails, ça nous prendrait trop de place. Mais cette lutte, on est en 1917, on sait combien il y a eu de luttes en France dans les entreprises, combien le pouvoir de l'époque, le gouvernement de l'époque craignait de voir se développer des luttes, et le patron est amené à céder sur un certain nombre de revendications. Et pour Martha, ça est clair. Pour la première fois, elle construit une lutte avec les filles et les femmes de son atelier, et cette lutte est victorieuse. Elle a l'intuition, j'oserais presque dire la preuve, que rassembler sur des revendications claires qui tiennent compte des besoins des travailleurs, il est possible de gagner. J'aurais peut-être dans ce début de parcours de Martha, mais j'enjambe, peut-être une troisième photo, une troisième image. Nous sommes en mars 1927, deuxième grand voyage de Martha. Elle était rentrée dans le Nord en 1921, elle avait adhéré au tout jeune Parti communiste. Et là, elle est à Moscou. Imaginez le voyage. Elle allait bien sûr partir en train, sans passeport, parce qu'elle est partie clandestinement, parce que le préfet a refusé de lui donner un passeport. Et elle se fait passer pour la femme de chambre d'une féministe, Gabrielle Duchesne, qu'on retrouvera quelques années plus tard comme dirigeante du mouvement mondial des femmes contre la guerre. Arrivée en Union soviétique, elle se découvre et elle va apparaître comme celle qui pilote cette délégation composée de féministes et d'ouvrières. C'est un choc pour elle. Découverte de l'Union soviétique, avec tout ce que ça représente dans l'imaginaire de ces ouvrières et d'elles-mêmes en particulier, mais aussi découverte d'une très grande dirigeante, Clara Zetkin, cette militante allemande qui, en 1910, au congrès de l'Internationale socialiste, la deuxième internationale, avait émis un vœu qui va être adopté par le congrès qui se tient à Copenhague, faisant de chaque 8 mars une journée de mobilisation internationale pour que les femmes obtiennent les mêmes droits que les hommes. Journée internationale qui devait mobiliser hommes et femmes. Un peu, si j'ose dire, à la réplique de la première décision qui avait été prise 20 ans plus tôt, en 1889, lors de la fondation de la Deuxième Internationale, qui faisait du 1er mai une journée aussi de lutte mondiale pour obtenir dans le monde entier la journée de 8 heures. Donc, je rentre pas dans les détails, mais oui. Il y a une très belle photo dans laquelle on voit Clara Zetkin, des femmes venues un peu du monde entier, oui, et qui se tiennent par la main, sorte de chaîne d'union, chaîne de fraternité. Et aussi, elle découvre, voilà, c'est un aspect légende sans doute, mais la première femme d'origine azérie, d'Azerbaïdjan, qui aurait quitté le voile. Voilà. Je pense que ces 3 points, Comines, le textile, où son père est mort en 1906. Les luttes menées à Lyon et cette journée internationale résument, si je peux dire, le début du parcours de Martha. Oui, ben je pense, Pierre, que c'est d'abord très, très, très fort parce qu'on voit bien qu'il y a une transformation de cette femme et de ses engagements. Mais permets-moi peut-être, comme tu l'as dit, d'enjamber un peu. Est-ce qu'on peut aller rapidement peut-être vers 1933 ? Bon, tu sais bien que les conséquences
avec l'arrivée du nazisme au pouvoir en Allemagne, et puis y compris ces luttes ouvrières plus nombreuses qui s'amplifient. Et quel est le rôle de Martha dans cette période qui arrive? À la fin des années 20, Martha est devenue une dirigeante importante du mouvement ouvrier, non seulement dans l'agglomération lilloise, non seulement dans le nord de la France, mais même nationalement. C'est la première femme qui devient membre du comité central du Parti communiste. Et bien sûr, notre pays, comme une grande part de l'Europe, est marqué par la crise qui touche les États-Unis en 1929, le fameux Jeudi noir, et qui va bientôt toucher l'Allemagne, le Royaume-Uni et bientôt la France. Cette crise sévère, dure, violente, entraîne la fermeture d'entreprises, d'ateliers. Elle entraîne aussi, bien sûr, le chômage et la misère. En Allemagne, la crise qui se développe, qui galope, si j'ose dire, va être un des éléments qui va favoriser la montée au pouvoir d'Adolf Hitler et du nazisme. Puisque fin janvier, le parti d'Hitler, le Parti national-socialiste, obtient 42-43% des voix, allié avec d'autres forces identitaires et d'extrême droite, et le Centrum bavarois. Hitler devient chancelier du Reich, c'est-à-dire Premier ministre. Certains avaient lu le Mein Kampf d'Hitler en 1924, et la crainte, c'est aussi de voir les idées d'Hitler, l'antisémitisme, le racisme, la violence faite contre le mouvement ouvrier, contre les partis de gauche, contre le mouvement syndical, se développer dans d'autres pays européens. Et donc, Martha a cette intuition-là. Elle vit au milieu des travailleuses, des travailleurs de Oisem, de Roubaix, de Tourcoing, des Courets. Et elles sont à la fois misère, colère, une sorte de violence contre les politiques que beaucoup considèrent comme responsables de la crise, et aussi le désarroi car il n'y a pas de solution. Et donc elle va avoir l'idée de rassembler les chômeurs pour les pousser à lutter. Et en particulier, il y a plusieurs rassemblements de chômeurs dans le Nord, à Lille, à Calais, dans l'Avesnois, dans le Cambrésis. En particulier, il y a aussi beaucoup de chômeurs dans le monde agricole, parce qu'il existait beaucoup d'ouvriers agricoles. Et début décembre, elle est de ceux qui décident l'organisation d'une manifestation connue sous le nom de Marche de la faim entre la région lilloise et Paris. Bien sûr, les autorités vont tout faire pour empêcher, gêner cette marche. Il va exiger que les manifestants défilent par groupe de 3, séparés de 100 mètres, qu'importe. Martha et ses camarades acceptent les conditions. Ils partent ainsi pendant plusieurs jours, marcher à pied vers Paris, avant d'arriver à Saint-Denis. 5-6 000 travailleurs les accueillent, et de manifester dans Paris, d'aller voir des députés et d'obtenir, entre autres, que les indemnités de chômage soient payées le dimanche. Alors, ça ne paraît pas grand-chose, mais c'était important puisque certains croyaient que les chômeurs ne mangeaient pas le dimanche. Bon, donc voilà. Et ça va être la grande manifestation de Martha qui va, j'en ai 30 secondes, Pierre, qui va passer aux actualités télévisées. Et dans le film Le Souffle de Martha, on voit des images issues de ces actualités télévisées. Et alors, en même temps, en 1933, quelqu'un dont on reparlera autour de Martha, une militante, une journaliste qui travaille dans la revue Vue, Marie-Claude, qui s'appellera plus tard, qui est connue comme telle, Marie-Claude Vaillant-Couturier, va en Allemagne, elle fait un reportage et elle photographie les premiers camps de concentration, en particulier le camp d'Orianenburg,
qui est tout proche de Sachsenhausen, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Berlin. Bien, mais écoute Pierre, je pense que là, c'est évident qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire avec ce mouvement, ces luttes sociales. Il y a 34 aussi, cette tentative de l'extrême droite de prendre le pouvoir en France, etc. Bon, on voit bien qu'il y a toute une construction qui est aussi celle pour les combats pour la paix et qui va faire certainement, à mon sens, bon là c'est pareil, va faire émerger ce qui va être le Front populaire, 1936, etc. Donc, quel est donc là ce qui évolue dans l'engagement de Martha dans cette période? 1936 est une date clé. D'abord pour l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement populaire français, pour l'histoire des combats contre l'extrême droite et le fascisme, et aussi pour Martha Desrumaux. Deux ou trois points peut-être importants et sur lesquels j'aimerais montrer l'importance qu'elle prend. Tout d'abord, elle participe bien sûr au congrès de Toulouse en mars 1936 de réunification syndicale CGT-CGTU. Et aussi, elle figure dans le film de Jean Renoir, La vie est à nous, ce grand cinéaste, film demandé par le Parti communiste. Et alors, ce qui est important, c'est qu'elle figure parmi 7 dirigeants du Parti communiste, et dont les moindres, il ne faut pas tous les citer, mais Marcel Cachin, Maurice Thorez, Jacques Duclos, Paul Vaillant-Couturier, au même titre qu'eux, elle a 2 minutes comme eux. C'est la seule femme qui fait partie de cet aréopage de 7 dirigeants. Et alors que les femmes n'ont pas le droit d'être élues, qu'elles n'ont pas le droit de voter, elles s'adressent aux femmes, elles les interpellent. Elles les interpellent en disant, voilà, vous devez participer à cette bataille autour de la paix, autour du combat pour le pain, la liberté. Vous devez interpeller vos hommes, vos compagnons, vos pères, vos sœurs, vos frères, tout votre entourage masculin, ceux qui votent, pour les pousser à voter pour les candidats du Front populaire et donc pour les mots d'ordre du Front populaire. Ceci montre déjà l'autorité qu'elle a acquise. Et peut-être une troisième chose, à la fin de l'année 1936, elle est parmi les créatrices de l'Union des jeunes filles de France, avec l'objectif de pousser des jeunes filles du mouvement populaire, ont commencé à bosser à 13-14 ans, à s'engager dans la vie associative, dans la vie sociale, dans la vie politique. Leur apprendre d'être ensemble, de rédiger une intervention, de parler en public, de construire un tract, d'échanger. Oui, à cette époque, les papas, les mamans, ils voyaient guère d'un bon œil leurs gamines partir à des réunions avec les jeunes gens. Bien, c'était un moyen de pouvoir développer les débuts d'une conscience et d'une pratique sociale dans ces milieux où il était très difficile de développer des actions. Ajoutons, par comparaison, la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, qui va naître en 27-28, dès 32-33, pour les mêmes raisons, elle crée sa branche féminine. Alors, là, j'aurais peut-être 2 grandes images de Martha. Outre, bien sûr, l'affiche du film La vie est à nous, mais Martha, en 1936, la CGT a été réunifiée. Photo de la commission administrative de la CGT, 21 mecs, une seule femme, Martha Desrumaux. C'est marquant quand même. Bon. Et la deuxième photo, nous avons là côte à côte sur une table, Martha Desrumaux et le maire de l'île, Roger Salengro, ministre de l'Intérieur. Roger Salengro est le seul ministre de l'Intérieur dans notre pays qui, en prenant ses fonctions le 4 juin 1936, déclare, alors qu'il y a déjà des occupations d'usines, jamais, tant que je serai ministre de l'Intérieur, j'enverrai l'armée ou la gendarmerie ou la garde mobile faire, évacuer, dégager les travailleurs des usines occupées. Il tiendra parole. J'ajoute
que Martha est la seule femme présente le 7 juin 1936 à la signature des accords Matignon. Alors bien sûr, elle ne participe pas à la délégation. Délégations patronales et syndicales ne sont formées que d'hommes, je dirais presque de mecs ou de mâles, comme vous préférez. Bien. Mais les discussions, les négociations à chope sur les salaires féminins, en particulier celles des ouvriers du textile, des ouvrières du textile, le patronat dit, mais c'est pas possible, nos collègues de la région lilloise payent beaucoup mieux que ça les travailleuses, les ouvrières. Et Léon Jouet et Benoît Frachon demandent à Martha de se débrouiller pour trouver des fiches de paye pour les ramener en toute hâte à Paris, ce qu'elle fera. Donc voilà le rôle que va jouer Martha, le rôle important qu'elle va jouer en 1936, et j'ajoute, parce que nous allons encore faire une enjambée, je pense, Pierre, oui. que on ne mesure pas à quel point le Front populaire, le coin de ciel bleu, cette idée où on a des hommes et des femmes qui relèvent la tête, qui retrouvent une part de leur humanité, de leur dignité, vont jouer un rôle important dans le développement et l'organisation de la résistance quelques années plus tard. Oui, je pense que tu as raison, Pierre. La question, c'est il y a une élévation de conscience dans la classe ouvrière et il y a des choses qui se passent dans les têtes de ces gens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas une grande instruction, mais ils savent à quoi s'en tenir et qui est devant eux. D'ailleurs, on va le payer cher, hein. Le Front populaire va être, je dirais, écarté. Hein. Il y aura donc des unions d'une partie des forces de gauche, et puis après, il y aura la suite, et puis il y a la suite, c'est bien sûr la montée en puissance de l'hitlérisme, du nazisme en Allemagne, et ses conséquences, y compris dans leur volonté d'expansion de Hitler, avec, et donc les accords de Munich, y compris le pacte germano-soviétique. Tout ça va ébranler un peu la situation dans cette période, et y compris mettre dans des situations inextricables des familles de militants syndicaux, de militants politiques, et y compris donc aboutir à cette nouvelle date clé, c'est-à-dire l'invasion de l'armée allemande et toute cette période qui va être celle de l'occupation. Et là, on voit bien que il y a quand même chez Martha une volonté de poursuivre cet engagement. Alors, que peux-tu nous dire sur cette période quand même qui est complexe, mais en même temps très important pour comprendre ce qui va suivre, quoi. Je pense que ça nécessiterait une émission toute complète. Si je me lance là-dedans, on va passer une bonne partie de notre soirée, ce qui n'est pas inintéressant, mais simplement, je voudrais vous dire peut-être 2 points clés. La bataille menée par Martha et puis d'autres militants, y compris socialistes, radicaux, communistes, pour la paix, s'avère, je ne dirais pas vaine, parce qu'aucune bataille n'est vaine, mais ne porte pas tous ses fruits. Et à l'automne 1939, c'est le début de la guerre, avec, comme tu l'as rappelé, les premières interventions allemandes. D'abord, il y avait déjà eu la Tchécoslovaquie en 1938, il y a la Pologne en 1939, il y a le pacte germano-soviétique qui mettrait aussi ton cigarette pour mettre les choses beaucoup plus clairement, mais surtout, ça va conduire à partir de 10 mai 1940 le déferlement de la Wehrmacht et de la SS, d'abord en Belgique et aux Pays-Bas, puis en France, et au début du mois de juin, les troupes allemandes défilent dans l'île. Alors, on a souvent beaucoup ricané devant cette bataille de France. On oublie souvent qu'elle a été très violente et que l'armée française a résisté comme elle a pu dans des conditions pas faciles et qu'il y a eu des destructions de villes, je pense à Courrières, Aubigny, en Artois. Il y a eu des massacres de population faits par l'armée allemande et par la SS, les deux, hein, l'armée allemande et la SS, sur nos territoires. Donc ça a ajouté au traumatisme que connaissent les populations. Cette France qui paraissait être, après le 11 novembre 1918, la grande puissance militaire de l'Europe, en quelques semaines, elle est battue, écrasée
désarticulée par l'occupant. La France est divisée en plusieurs parties. Je laisse de côté les territoires annexés, l'Alsace et la Lorraine, mais 3 grandes parties, parce que souvent on se contente d'en présenter 2. La zone dite sud, zone dite non occupée, avec le gouvernement Pétain en Vichy. La zone occupée, avec les Allemands présents à Paris, et nos 2 départements du Nord-Pas-de-Calais, avec une véritable frontière sur la Somme, qui sépare ces 2 départements du reste de la France, gouverné par le général allemand depuis Bruxelles, avec son adjoint Nioff, ici à Lille. Vous voyez, les communications vont être très compliquées entre nos 2 départements et la France durant on dirait presque toute la période d'occupation, mais surtout les 2-3 premières années d'occupation. Voilà. Bon. Et c'est dans cette situation qu'on trouve notre département, avec une population sidérée, une population abattue, une population défaite, une population qui a peur, une population qui a faim, parce que beaucoup d'usines ne fonctionnent plus, et une population qui n'a plus de repères, ou pour laquelle les repères manquent. Et alors, c'est le début de la résistance. Résistance qui se construit lentement, après l'appel du général de Gaulle le 18 juin, et après des premières, je dirais presque, des actions, je dirais presque vernaculaires, isolées. Des jeunes gens ramassent des arbres, y compris dans les fossés, dans les canaux, en disant ça pourrait servir un jour ou l'autre. Lorsque des troupes de prisonniers traversent le bassin minier, des hommes arrivent à s'évader, des femmes, des populations minières leur donnent immédiatement des habits civils pour qu'ils puissent continuer leurs évasions. Les pilotes britanniques qui scratchent à cause de la décès allemande sur nos territoires sont souvent récupérés lorsqu'ils sortent indemnes de leur écrasement par des populations françaises, sont protégés, on les aide. Oui, il y a tout ça qui existe, qui est encore très informel, mais qui montre, et ce que disent beaucoup les historiens, un sentiment patriotique. Et ce sentiment patriotique, il existe aussi dans le mouvement ouvrier, car on se souvient de ce que fut l'occupation de la guerre 14-18, de sa violence, et on se souvient aussi de tout ce qui a pu être dit dans les années 35, 36, 37, contre la violence faite au mouvement ouvrier en Allemagne. Et les premières mesures sont claires là-dessus. Interdiction du droit de grève, interdiction de réunion, interdiction d'élections pour les délégués syndicaux, des interdictions qui brisent tout ce qu'avait essayé de construire le mouvement ouvrier depuis la fin du XIXe siècle. J'ajoute que ce sont aussi les premières lois, les premières mesures signées par Pétain, je reviens là-dessus parce qu'il y a polémique aujourd'hui. Non, Pétain y a participé, des lois antisémites, mettant à l'écart déjà les Juifs avant ce qui se passera en 42, hein. Bon, le Vel-d'Hiv et ce qui s'est pu se passer sur Lens, etc., bon, dans notre région, et aussi les lois contre la République, contre la liberté républicaine, contre la laïcité en particulier, les lois pour tous ceux qui, à leur façon, sous des formes diverses, défendent la laïcité en particulier au sein de la franc-maçonnerie. Il y a tout ça. Parce que il faut quand même pointer quelque chose, le 10 juillet, il y a ce coup d'État constitutionnel, le Parlement décide de donner les pleins pouvoirs à Pétain, qui n'est plus appelé président de la République, mais chef de l'État. Et la devise de la République, qui figurait sur les murs de nos villes, et en particulier sur les bâtiments municipaux, liberté, égalité, fraternité, on n'arrive pas à l'effacer partout, mais elle est remplacée par travail, famille, patrie. On tente de vivre, certains tentent de faire vivre la France dans un autre monde. Et que fait Martha là? Eh bien, Martha, elle a comme souci d'essayer de réorganiser comme elle peut le mouvement ouvrier du Nord, et en particulier ses camarades du Parti communiste,
qui vivent au même rythme de la population, avaient les mêmes inquiétudes, trouver les moyens de les rassembler. Elle apprend à faire du vélo, elle ne savait pas faire du vélo. Elle parcourt le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais pour essayer de rencontrer des camarades, des anciens, des élus qui ont été déchus de leur mandat en 1939, maires, conseillers généraux, voire députés. Et il y a des portes qui s'ouvrent, beaucoup ne s'ouvrent pas. Mais il y a quelques portes qui s'ouvrent, parce que ce n'est pas simple. Et bon, elle fait une première action de résistance à Lille contre l'office de propagande allemande, et surtout, le 27 juillet 1940, cela fait à peine, même pas 2 mois que le Nord-Pas-de-Calais est occupé, à Dechy, près de Douai. Elle organise une réunion clandestine dans un estaminet, et elle rassemble quelques délégués syndicaux, métallos et mineurs, bien sûr clandestinement, et pour leur dire, voilà, il y en a ras-le-bol, ça ne va pas durer comme ça. Nous devons apprendre ou travailler à relever la tête. Rappelez-vous de toutes les luttes qui ont existé auparavant, en particulier 36, et on ne peut pas laisser comme ça se faire tondre par l'occupant et par le gouvernement de Vichy. Et donc, c'est l'idée de lancer la grande grève des mineurs de mai-juin 41. Elle commencera le 27 mai, presque jour pour jour, 9 mois après. Oui, mais alors quels outils elle prend, excuse-moi Pierre, mais quels sont les outils qu'elle met en œuvre avec ses camarades? Comment elle s'y prend voilà. Écoute, c'est le sujet de la thèse que je suis en train d'écrire. Ouais. Elle connaît bien le bassin minier. Et tu le sais comme moi, Pierre, ce bassin minier, c'est un véritable maquis. Tu l'as dit toi-même, tu l'as écrit, des belles pages qui figureront dans mon travail. Entre les installations industrielles, les installations ferroviaires, les installations minières, les corons. Déjà, lorsqu'on habite dans le coin, c'est pas facile de s'y retrouver. Alors, bon. Et donc, c'est véritablement un maquis urbain qui s'étale de 120 km de long sur 15 km de large. Et donc, c'est dans ce maquis que va se développer, s'organiser des résistances, surtout dans les fosses et dans les corons. Les femmes ont joué un rôle essentiel. Un premier tract est tiré, appel aux mineurs, en août-septembre 1940. Il sera diffusé à 15 000 exemplaires. Ça ne me paraît pas grand-chose, mais à l'époque, c'était déjà remarquable. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. Comment ? Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le téléphone. Le téléphone était surveillé, il n'y avait pas la presse, il n'y avait pas la poste, etc. Ça se passait en gros de bouche à bouche. De bouche à oreille, excusez-moi. Bon. Mais il y avait... Vous m'aviez compris, je pense. Bon. Mais il y avait quand même cette fraternité dans le mouvement ouvrier, cette idée que ces souvenirs qui existaient, peu à peu, ça monte. Mais cette grève de mai 1941, elle se développe par plusieurs mouvements. Bon, alors dès septembre 40, le 11 novembre 40, il y a plusieurs. La moitié des mineurs sont en grève pour une journée. Il y a des grandes grèves importantes dans le Douaisis sur la compagnie de l'Escarpelle et d'Aniche. Il y a des grandes grèves aussi à Drocourt, etc. Bon, il y a beaucoup de mouvements qui montrent à la fois le mécontentement, la vie de lutter, mais il faut rassembler tout ça et ce sera le cas du 27 mai. Alors, Martha va jouer un rôle très important avec d'autres, avec Jules Domis, avec les fils Martel, avec Eusebio Ferrari, avec dans le Nord, avec Auguste Lecoeur, avec de nombreux militants du Pas-de-Calais. Bon, mais avec cette idée de créer véritablement un réseau humain, pas un réseau social, un réseau humain, pour pouvoir, dès que ça démarre quelque part, le faire connaître partout, pour que ça se développe très vite, et ce sera le cas le 27 mai. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là aussi, oui. Mais c'est important parce que... Ça fera l'objet, certainement, peut-être d'une autre série. Exposé, parce que c'est vraiment particulier, il y a tellement de détails à donner. Mais simplement, pour terminer, pour nos auditeurs, pour tous ceux qui nous écoutent, du 27 mai au 9 juin, la grève est totale bassin minier, ça surprend tout le monde. Le patronat, les Allemands, le préfet, etc. Ils sont surtout surpris que les mineurs ne manifestent pas. Ils n'occupent pas les fosses. Pas d'opposition frontale. Pas d'affrontement, parce qu'ils savent qu'un affrontement, ils seraient perdus.
Mais alors, qui va à l'affrontement, là? Parce qu'il y a une particularité, là. Alors, oui, mais attends, on va y revenir. Il faut dire quand même celle-là, parce que alors, c'est le 8 mars demain. Hein, voilà. Alors, justement, c'est pour cela, les femmes, comme j'ai dit, vont jouer un rôle très important comme agent de liaison pour faire porter les messages, pour faire ce bouche à oreille. Qui peut jouer ce rôle-là? Ben, ce sont les jeunes filles, des femmes. La police française, les autorités allemandes n'ont pas trop peur. Et elles vont jouer un très grand rôle, et elles vont surtout jouer un rôle aussi le 4 juin, le 4 et le 5 juin, dans le bassin minier. Elles vont manifester à plusieurs centaines, malgré la présence de l'armée allemande, malgré la présence de la police française. Elles vont essayer d'investir le siège de la compagnie de courrière à Billy Montini. Oui, Billy Montini. C'est un bon petit Billy Montini. Les Allemands sont obligés de mettre en batterie des mitrailleuses. Elles sont plus de 1500. Bon, ça serait trop long, mais avec un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre est très important, car il montre le sens de cette révolution grève. Si on est entre gens du Nord, on se comprendra. Pas de carbone pour les Boches. Parce que tout le monde sait dans le bassin minier que ce charbon qui est extrait part nourrir la machine de guerre allemande. Et ils voient partir les trains tous les jours. Bon. Et les cheminots leur disent, il y a toujours le lien dans ces milieux ouvriers entre cheminots, mineurs, métallos, mêlés. Bon. Et simplement quand même, comme remarque, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier ou à l'ignorer, le premier convoi de déportés qui part de France pour le système concentrationnaire allemand, ce sont 244 mineurs qui partiront fin du mois de juillet 1941 pour le camp de Sachsenhausen, celui qui est près de Berlin, près d'Orianenburg. 136 ne reviendront pas. Alors bon, voilà, ça je pense que c'est important. Et c'est à partir de là que, et pour aussi parce que la guerre est devenue, comme l'avait annoncé, prédit le général de Gaulle, elle est devenue mondiale, que la résistance va prendre toute une ampleur, et en particulier dans notre région. Donc, les Allemands mesurent à quel point la résistance est importante. Le mouvement ouvrier joue la carte de la résistance, et c'est ainsi que le 27 août 1941, plus de 70 militants, dirigeants communistes et syndicalistes sont arrêtés, parmi lesquels une femme, Martha Desrumaux. Voilà. J'ai essayé d'enjamber le plus rapidement possible. Mais c'est évident que là, bon, maintenant, c'est une nouvelle situation. Et là, c'est évident que dans ce rôle, dans cette situation de la déportation, avec les conditions d'acheminement, les problèmes inhérents je dirais, à la sauvagerie je dirais, des nazis, etc. Donc, comment des femmes vont se situer, vont se retrouver dans un camp comme Ravensbrück, par exemple, qui va être, je dirais, un lieu de rassemblement de toutes ces militantes aussi qui vont être arrêtées, et ils n'ont pas des moindres. Hein. On peut parler par exemple d'Antonios de Gaulle, ou entre autres, qui était avec elle, ou Lili Léniel qui l'a rejoint aussi, et par la suite. Mais je veux dire, voilà, ce camp-là, il a Martha, comment les choses vont s'engager pour que tout le monde puisse résister à cette pression et à cette, je dirais, cette dureté de la déportation. Résister dans un camp de concentration, oui. Ça paraît incroyable, cela paraît aberrant, cela paraît impossible. Le camp de Ravensbrück a compté jusqu'à plus de 100 000 déportés, avant principalement femmes et même enfants. Comment résiste-t-on? Et Martha Desrumaux retira de cette résistance un court passage que je vous ferai lire dans le texte qu'elle a écrit en 1958, remis aux archives de la Deuxième Guerre mondiale, Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et comment résiste-t-on? Mais d'abord, la solidarité. Ne pas laisser les déportés qui arrivent dans le dénuement face aux SS, face aux gardiennes, face aux gardiens, face aux chiens, face à tout ça. La solidarité, c'est partager un kilon de pain, trouver une soupe, trouver des vêtements chauds, apprendre aux enfants qui sont là, et je pense au très beau témoignage d'Élie Léniel,
qui dit, mais les déportés nous apprenaient à faire des chants, à chanter. Oui, ces gamines, ces gamins, Lily avait 11 ans, ce petit frère 7 ans et demi, l'autre 3 ans. On les fait chanter en français, en allemand, en tchèque, en russe, en polonais. Et elle dit, mais pourquoi nous faisait-on chanter? Pour nous dire qu'il y avait un autre monde qui existait, que la vie ne se réduisait pas à l'enfer du système concentrationnaire, à son horreur. Et c'est important de permettre à ces enfants d'avoir autre chose que cette horreur. Il y a tout ça. Et, alors, j'ai retrouvé là, des témoignages de déportés qui retrouvent Martha lors de leur arrivée dans le camp de concentration et qui sont très d'abord surpris de la voir vivante parce que tout le monde l'avait donnée morte. Bon. Et qui, dès qu'il la voit, et je veux dire, on est sauvé, on a, comment vous dire, je ne sais pas la expression, mais je le traduirai ainsi, on a une sorte de roc, une bouée, quelqu'un qui va nous aider à survivre et qui va commencer à nous organiser. Parce que, vous savez, pour cacher un pull, pour prendre des morceaux de quignons de pain, trouver quelques bris de chocolat de ci, de là pour les enfants, c'est toute une organisation qu'il faut. Et ça, c'est très important. Et Martha, avec d'autres, bien sûr, participe à cette organisation. Et il y a une deuxième chose pour exister, qui est aussi très importante. Et ça fait partie des camps. Vous savez, ce sont des femmes. Alors, bon, il y a celles qui partent travailler à l'extérieur, puis il y a celles qui travaillent dans le camp. Et celles qui travaillent dans le camp, ce sont des femmes. Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Des vêtements, des uniformes pour les soldats allemands. Et alors, ces femmes vont, comment dire, trouver toutes les manières les plus ingénieuses, toutes les astuces, un peu un travail de Pénélope, si j'ose dire, pour que ces vêtements, lorsqu'ils arrivent sur le front de l'Est ou sur le front de l'Ouest, soient inutilisables. Ils sont mal cousus. Et surtout, ces femmes, elles mettent dans les doublures, elles mettent l'animal le plus répandu dans les camps. Alors, souvent, lorsque j'interpelle les classes, on me dit le chien. Non, non. L'animal le plus répandu, nous le savons, nous, ce sont les poux. Ils mettent des poux. Vecteurs de typhus, et puis vecteur de maladies, puis vecteur aussi lorsque vous avez des vêtements pleins de poux, lorsque vous devez tirer l'ennemi en face de vous, ça ne vous facilite pas la tâche. Ça rend les choses moins évidentes. Et surtout, il n'y a pas que ça. Ces femmes, Martha perdra l'usage de sa main à cause de ça, parce que les SS ont vu qu'elle sabotait le travail. Ils lui déchireront la main au coup d'une lame. Mais ces femmes, lorsque le soir, elles sont sur leur couche, dans les baraquements, à 3 niveaux. Martha, pour tout vous dire, dans le camp, il y avait 3 niveaux. En bas, il y avait Lily Léniel et son petit frère Robert. Au milieu, il y avait Martha et une militante du Nord, Jeanne Tétard. Et au-dessus, en haut, il y avait Geneviève de Gaulle. Et alors, excusez-moi, j'ai du mal avec ce nom. Il y avait une vicomtesse qui était avec tout. Ce mélange, très forte. Bon, la vicomtesse Jacqueline Dalincourt qui était là. Dalincourt, oui. Voilà, voyez, bon, et ces femmes sont là dans la même situation, vivant la même dureté, les appels, etc. Je crois que le témoignage de Martha est très fort. Il est très fort, il a été donc écrit en 58. Il est très fort et peut-être, je vais vous faire lire un bref texte de 5-6 lignes de Martha, parce que on est en 58. En 45, le général de Gaulle avait indiqué que les résistants, c'était en gros ceux qui menaient la lutte armée. Il commence avant le... Pardon ? La lutte armée. Et là, avec les mineurs, on a vu une autre forme de résistance. Et là, nous voyons encore une autre forme de résistance. J'avais demandé à la présidente de l'association Les Amis de Martha Desrumaux de vous lire le texte. La résistance dans le camp. Pour ceux qui ont connu la véritable résistance du maquis, avec tout ce qu'elle avait de violent, d'efficace, de spectaculaire, d'opérationnel même, il peut paraître vain de parler de résistance dans un camp de concentration. Il est vrai que l'immense masse des détenus à Ravensbrück était amorphe, affaiblie par la sous-alimentation,
usés par le travail, minés par la maladie, courbés sous la menace des sanctions de toutes sortes. Il est exact que pour la plupart de ces malheureuses vivant au jour le jour, les seules préoccupations étaient de s'approprier un tricot, un chiffon, un bout de ficelle, de resquiller un quignon de pain, une cuillerée de soupe, d'échapper à une corvée, d'éviter les coups, en un mot, survivre. Mais il est certain aussi que de cette masse se dégageait de temps en temps une âme mieux trempée, un caractère sinon un organisme plus résistant, une sorte de bouée qui surnageait et à laquelle les faibles se raccrochaient. Chacune était déjà un embryon de résistance et c'est leur réunion qui constitua une véritable organisation de résistance. Voilà, je pense que ce texte est important parce qu'il ouvre une perspective différente de celle qui est souvent énoncée sur ce que fut la résistance, sur quelle est la résistance. Bien sûr, le Nord, nous vivons des conditions particulières, mais ça existe dans d'autres endroits en France. Donc, je pense, c'est pour ça que je souhaitais que ce texte qui est issu de Martha, c'est un des rares écrits qu'elle nous a laissés, que j'ai publié surtout dans le deuxième ouvrage que j'ai écrit, Je suis Martha Desrumaux, les nazis ne m'ont pas eu. Ce texte, je crois, nous permet de mieux comprendre, de mieux concevoir la portée, la force morale, les valeurs portées par la résistance. Je pense que, bien sûr, je pourrais raconter beaucoup de choses sur Martha dans le camp, mais je crois que cela suffit, car ce qui est important, c'est de voir d'abord comment elle est arrivée dans le camp et comment elle s'est battue dans le camp. Bien, mais Pierre, je m'excuse, mais c'est vrai qu'on pourrait approfondir ce passage parce qu'il y a tellement à dire sur la situation dans les camps. Hein. Je voudrais maintenant peut-être aboutir à ce qui a été la libération et là où on retrouve Martha dans son sens des responsabilités avec d'autres, hein, comme tu l'as dit, mais quand même qui est une meneuse, qui est quand même quelqu'un qui a garder sa détermination pour que maintenant elle puisse accompagner ce qui va s'engager à la libération avec la reconstruction du pays, ses engagements divers à cette période-là, y compris l'élu qu'elle va devenir de la République au moment où les femmes vont bien sûr obtenir le droit de vote. Alors voilà. Il est très bref. Oui. Être le plus ramassé possible. Simplement, dès février-mars 1945, Himmler, le chef des SS et donc des camps, sent quand même que la situation de l'Allemagne nazie est plus que précaire. Il cherche à trouver une porte de sortie et il propose, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale, un échange entre 300 prisonnières sous-officières nazies faites sur le front de l'Ouest contre 300 déportés du camp de Ravensbrück. Alors, c'est une goutte d'eau, 300 sur 100 000. Mais peut-on la laisser passer? Bon, et 100 000, qui va-t-on choisir? Martha ne veut pas partir. Et moi, j'ai eu le témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier en 81. Je l'avais rencontrée chez l'historien Claude Villard, par hasard. Et on m'avait parlé de Martha Desrumaux, elle m'avait raconté cet épisode. Elle a dit, Martha ne voulait pas partir. Et avec d'autres, nous lui avons dit, je lui ai dit, ils vont tous nous faire crever ici. Ils ne voudront pas de témoins. Toi, tu es connu, tu es reconnu dans le mouvement ouvrier. Tu es une parole qui compte. Il faut que tu partes. Il faut que tu partes, il faut que tu t'engages. Dès que tu rentres en France, dans le Nord, tu témoignes sur ce qui s'est passé, sur ce que nous vivons ici. Alors, donc, début du mois d'avril, mais personne ne sait encore que la guerre s'arrêtera le 8 mai. Hein. Bon, ça, c'est nous qui le savons aujourd'hui. Début du mois d'avril, Martha et 300 prisonnières du camp de Ravensbrück partent vers la frontière suisse dans des camions bâchés avec des croix rouges. Alors, c'est surréaliste, hein, à la fois surveillé et protégé par la SS. Il ne faut surtout pas que ce précieux convoi subisse des attaques venant de n'importe qui, n'importe où. Elles arrivent
au bord du lac de Constance. Là, elles sont laissées à la Croix-Rouge. Et la première démarche que fait Martha, c'est d'aller voir un des présidents de la Croix-Rouge pour dire, écoutez, il y a des femmes qui sont parties de Ravensbrück sous la menace, sous la contrainte vers l'Autriche, elles sont en danger, et s'il les sauver. Et là, c'est aussi extraordinaire comme parcours. Elle va refaire le parcours qu'elle avait fait en 1917. Traverser la Suisse, passer à Annemasse. Là, elle s'arrête pas à Lyon, elle rentre à Paris. Ces femmes sont dans un état déplorable. Déplorable. Donc, certaines mourront dans le transfert. Et elles arrivent le 14 avril à Paris, on a très peu d'images, on a presque rien là-dessus. Bon, le général de Gaulle, chef du gouvernement, avait privé de prendre la parole. On les garde de Lyon. Vous imaginez, ils rentrent à vapeur avec leur panache blanc, tout le monde attend, le train s'arrête, grincement des freins. C'est la stupéfaction, la sidération. Ils voient ces femmes descendre, tremblantes. Ouais. Beaucoup ne peuvent plus marcher, ils sont soutenus par des infirmières, par des bénévoles, sur les quais. Et dans cette foule, il y a une femme qui pousse un cri, « Je suis Martha Desrumaux, les nazis ne m'ont pas eu, alors j'ai retrouvé ça par hasard grâce à une amie de l'Oise. C'est sa mère qui avait été présente parce qu'elle avait été agent de liaison, elle était là avec les bénévoles qui aidaient les déportés à arriver. Et elle a retranscrit tout ça dans un des cahiers de la Nacre de l'Oise, et je l'ai cité dans mon ouvrage. C'est un moment très fort. Mais revenons sur cette phrase. Je suis Martha Desrumaux. C'est la première fois qu'elle pouvait prononcer son nom dans le camp, dans les prisons allemandes, dans les camps de concentration. On n'était qu'un numéro. Elle n'avait pas le droit de donner son nom. Et les nazis ne m'ont pas eu. Eh bien, j'ai survécu. J'ajoute, mais ça me mettrait une explication, mais je n'ai pas le temps. Dans le cas de concentration, elle se fait appeler Manguy. Donc, lorsqu'elle arrive dans le Nord, quelques jours plus tard, d'abord, elle porte plainte contre le préfet Karl, qui avait désigné les 72 qui seront déportés pour la plupart, certains mourront, fusillés ou déportés, parmi lesquels il y avait Martha. Et elle fait plusieurs meetings à la Bourse du Travail, au journal Liberté, au journal aussi La Voix du Nord, qui était un des organes de la résistance, à Comines, et surtout 2500 cheminots et métallos de Somain, cheminots et mineurs de Somain, en plein bassin minier, 2500, voilà. Bon, elle est très affaiblie et tout, mais voilà la bataille qu'elle mène, elle tient parole. Alors, son parcours très rapidement, elle se porte candidate aux élections municipales, elle sera élue adjointe au maire du maire Cordonnier, elle va être… De Lille, oui, excusez-moi, tu as raison. Elle va être proposée, De Gaulle qui a vu dans quel état est la Chambre des députés après les morts au combat en 40, après les déportés fusillés, déportés, etc., et après ceux qui avaient trahi la République. Bon. Eh bien, il propose au grand mouvement de la résistance de proposer au Palais Bourbon des femmes, des hommes et des femmes. Et Martha sera parmi les 17 femmes proposées au Palais Bourbon. Elle a été proposée, elle, par la CGT. Non. Par la CGT, étant donné qu'elle était déportée. Bon. Et donc, elle va siéger. Bon, elle va siéger. Et d'une façon ou d'une autre, elle va être partie prenante des lois sociales qui vont être mises en place, et j'aimerais en donner une quand même, car j'ai trouvé une très belle photo de Martha avec Ambroise Croizat, le fondateur de la Sécurité sociale à Roubaix en 1947. C'est le petit-fils d'Ambroise, Pierre Cordier, qui nous l'a envoyé. On voit Martha et Ambroise marcher côte à côte. N'oublions pas que parmi ces lois, sans doute une des plus importantes, une des plus fortes, et nous oublions aujourd'hui, c'est cette sécurité sociale qui, normalement, dès le départ, devait être gérée par les assurés sociaux eux-mêmes. C'est à partir de 1967 que ça a perdu. Et la grande bataille qui est menée, c'est de faire en sorte que ça soit toujours les assurés sociaux qui puissent revenir à la gestion de ces caisses de sécurité sociale. Et donc, je pense que c'est parmi, sans doute, les conquêtes de la libération, une des plus importantes. Je terminerai peut-être par une dernière image.
On est à Toulon, pour me dire Evnos, petite ville rurale, méditerranéenne, aux côtés de Toulon. Et nous voyons côte à côte Louis Manguine, l'homme de la vie, c'est le seul homme de sa vie, de Martha. Et Martha, tous deux ont eu un fils, Louis, qui est mort en 2007. Et une petite fille, enfin, de lui une arrière-petite-fille, une petite fille, Sylvie Manguine. Et elle est là à la fois pour constituer ses forces, mais elle continue, elle ne se résigne pas. Elle continue de présenter, alors elle ne s'occupe pas trop de la vie du village, de la vie de la cellule du parti, elle est toujours communiste, hein, dans le village. Vous savez, les figues, les vignes, les pêchers, les pivoines. Evnos, c'est un endroit où il y a beaucoup de pivoines, des grandes champs de pivoines. C'est pas son truc. Et puis, c'est pas son accent, c'est pas ses mots, c'est pas ses paroles. Elle a le respect pour les gens qui l'entourent. Mais, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Toulon, à côté de la gare, il y a la Bourse du Travail, les locaux de l'Union départementale CGT, dans une des pièces tout proche de l'entrée, il y a 2 grandes photos, l'une de Martha, l'autre Louis Manguine, qui montre quelle place, quelle force cette femme. Elle avait déjà plus de 70 ans, a laissé dans cette région qui n'était pas la seule, la sienne, puisqu'elle s'est occupée de diffuser, de mettre en place la carte mise en place au temps de Benoît Frachon, en 67-68, par son camarade Métallo Alain Stern, la carte des retraités CGT. Voilà. Et elle disparaît, ça aussi, c'est extraordinaire. Le 30 novembre 1989, que j'ai dit, 30 novembre 1982, elle a déjà 85 ans, c'est pas mal, hein. Bon, avec tout ce qu'elle a vécu. Le matin, à 8 heures, elle apprend la mort de Louis, son mari, qui a eu une crise cardiaque, qui a été transporté mourant à l'hôpital de Toulon. Elle s'occupe de préparer le corps, et dans l'après-midi, elle s'éteint dans les bras d'une de ses camarades, et son enterrement sera d'une très grande manifestation à Toulon, où plus d'une dizaine d'autobus viennent du nord de la France. Voilà, j'ai essayé de retracer le moins mal possible ce parcours complexe. Martha Desrumaux, en, je pense, pointant qu'elle a appris à lire et écrire à 28 ans, que c'est une femme, et qu'elle est féministe, et qu'elle avait tout pour avoir du ressentiment par rapport à cette République, qui ne lui avait pas donné la chance de pouvoir aller à l'école comme les autres gamins, à partir des lois de 1880-1883, les lois Jules Ferry, et on n'est pas resté dans le ressentiment. Elle s'est battue pour la défense de la République, la défense des valeurs républicaines, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, et aussi les valeurs humanistes et les valeurs aussi universalistes de la République. Et pour elle, cette bataille, ce n'est pas simplement celle des femmes. Elle va être faite en commun par les hommes et les femmes. Et je crois que c'est très important. C'est moi la leçon que, si j'ose dire, que je garde de Martha. Merci. Bien, mais écoute, merci Pierre de cette évocation, pas que simplement, mais aussi de tous ces détails que tu nous donnes, qui nous amènent à bien mesurer que cette femme est en avant-garde de tous les combats, et parmi d'autres féministes, bien sûr, d'autres personnes, d'autres femmes qui ont mené des combats importants pour qu'aujourd'hui on soit, y compris peut-être dans une autre dimension dans les rapports entre hommes et femmes. Je ne sais pas comment on fait là, qui pose des questions, est-ce que je suis le réceptacle des questions ou est-ce que vous les posez directement? Voilà. Que nous dit le gestionnaire de la page? Il avait laissé son micro fermé, je suis désolé. Alors, pour poser les questions, vous levez simplement une petite main jaune, hein, que vous allez trouver en bas à droite de l'écran. Et puis, on vous donnera la parole. Je pense que Pierre vous donnera la parole. On a une dizaine de minutes, hein, pour recevoir des questions. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Non, pas du tout. Au contraire, c'était dans le bon timing. Passionnant. À gauche. Pas de... Alors,
Je sais pas si je peux poser une question sans lever la main jaune. Alors, Oui, Jacqueline allez-y. Duhem. Voilà. C'est parce que c'est toi. C'est parce Oui, Jacqueline Duhem. voilà, oui, Pierre. Oui, Jacqueline Duhem. Hein. Bonjour Jacqueline. Voilà, Je suis content bonjour. de te rencontrer ce soir. Voilà, simplement, ce que je voulais savoir, donc lorsqu'elle est arrêtée, où va-t-elle être donc enfermée? Dans quelle prison? Et quel va être exactement son parcours? Par où Alors, passe-t-elle? Elle passe par Saint-Gilles? Est-ce que tu peux nous rappeler ça je avant vais d'arriver te à résumer ça Ravensbrück? très vite. Bon, elle est d'abord envoyée dans un camp de regroupement là, sur l'île et très vite, elle va à la prison de Los. Elle y apprend la mort d'un certain nombre de camarades, l'exécution de Jules Domy et d'autres. Et le 10 janvier, la 42, excusez-moi, c'est important de dire déjà 42, la Gestapo la sort de Los, l'amène en voiture en Belgique et elle va passer par la prison de Saint-Gilles, comme c'était le cas des femmes. Les hommes, en gros, leur parcours, c'était Oui. 8. Bon, les mineurs, tout à l'heure, ils sont partis de 8, en fait, mais c'était trop long à Oui, les expliquer. mineurs. Et là, elle va faire plusieurs prisons, et en particulier celle de l'Aix-la-Chapelle. Alors, je vais vous dire un mot sur l'Aix-la-Chapelle, parce que tout à l'heure, j'ai dit, dans le camp, elle s'appelait Manguinor. Vous savez, il y a ce bon sens populaire, cette capacité de voir la réalité et d'essayer de piger comment on peut utiliser la réalité. L'histoire des poux, par exemple. Je me rappelle ce qu'en dit Michel Perrault sur les poux dans Le Souffle de Martha, la grande historienne féministe et du mouvement ouvrier. Bon. Alors, elle tombe sur la liste, elle voit son nom, Martha Desrumaux, et elle a une intuition. Elle ne barre pas son nom. Elle ajoute dessous Marthe Manguine. Et elle arrive sous le camp. Alors, lorsqu'on appelle Martha Numéro, pas de réponse. Comme ils n'ont sans doute pas que ça à faire, à Aix-la-Chapelle. Bon. Marthe Manguine, Martha avance d'un pas, je suis là. Bon. Et elle est connue sur le nom à Ravensbrück de Marthe Manguine. C'est qui lui permettra, lorsqu'il y a une enquête menée par la Gestapo en août 1942, de pouvoir nier qu'elle est Martha Desrumaux. Non, non, moi je suis Marthe Manguine, moi je n'ai rien à voir avec cette femme-là. Non, non. Elle voit, il y a des journaux, des photos mauvaises, photos de journaux qui sont là et tout. Non, non, moi je n'ai rien à voir. Non, non. Bon, voilà. Et ils ne poussent pas l'enquête plus loin. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, elle passe par Bruxelles, à la Chapelle, Hambourg. Elle fait un périple de 3 mois à peu près. Cologne, Hanovre, etc. Voilà. Tu vois? Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Et elle arrive le 28 mars 1942 à Ravensbrück. Alors, il y a débat, mais ce n'est pas ça l'important. C'est une des premières femmes françaises au camp de Ravensbrück. C'est la première femme venue de France. Bon, certaines ont été arrêtées en Allemagne et tout, ou en Belgique, mais c'est parmi les 2 ou 3 premières. Voilà. Hein, voilà. Voilà ce que je peux te répondre, Jackie. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous ne trouvez pas la petite main jaune, vous posez directement votre question. Non, il n'y a pas d'autres. Robert, il peut poser la question, Robert. Robert, on t'écoute. Oui, Robert, il peut poser sa question, Robert. Oui, Bonjour, je l'ai posé par écrit parce que c'était plus simple. Au niveau de la mémoire, y a-t-il aujourd'hui des écoles, des collèges ou des lycées ou des lieux publics portant le nom de Martha Desrumaux? Lorsque, en 2006, est inaugurée l'allée Martha Desrumaux à Oisem, à la demande de la CGT du Parti communiste et avec le soutien de Martine Aubry, Martha était à la fois ignorée, inconnue, mais il y avait quand même 350 personnes à la Maison Folie où il y a eu les 3 interventions, celle de Philippe Détré de la CGT, d'Éric Corbeau du Parti communiste et de Martine Aubry. Bon. Elle est demeurée en grande partie oubliée. Je vais vous donner simplement la réflexion de
Philippe Martinez, secrétaire confédéral de la CGT, que la présidente de l'association Martha Desrumaux et moi-même sommes allés voir en janvier 2018, en lui expliquant ce qu'on voulait faire et tout. Voilà en gros ce qu'il nous dit, c'est très bien ce que vous faites. Les ouvrières sont les ignorées de l'histoire, y compris dans ma propre organisation. Philippe Martinez, hein. Bon. Et alors, pour répondre plus précisément à ta question, Robert, il y a une école primaire, un groupe scolaire primaire à Leval, qui dès 2013 ou 2013 a pris le nom de Martha Desrumaux. Et il y a un collège de Lille, le collège de, de Saint-Maurice, qui a pris le nom de Martha Desrumaux. Mais ça demande aussi une précision. Nous y sommes pour rien. Solido-Lille, nous y sommes pour rien. L'association des Amis de Martha. Le principal avait envie de changer le nom de son collège. Il y avait trop de collèges Matisse. Il recevait des tas de courriers pour d'autres collèges et tout. Et il voulait le nom de femme. Et il y a une gamine qui lève le doigt à son prof d'histoire. Moi, madame, j'aimerais qu'on l'appelle Martha Desrumaux. Alors, sa prof d'histoire, avec quelques éléments de connaissance sur Martha. Et mais pourquoi? Parce qu'à la maison, on me parle de Martha. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu un vote parmi les élèves, une information par rapport à Martha. Et c'est comme ça que c'est le premier collège d'établissement en France, au nom de Martha Desrumaux. On cherche à en avoir d'autres. En même temps, vous savez, en plus, on n'a pas eu de pour. Hein. Les gilets jaunes, le Covid, voilà. Tout ça, on peut ralentir nos initiatives, nos actions de l'association. Mais il y a les jardins Martha Desrumaux à Paris, dans le 12e arrondissement, très beau jardin. Il y a plusieurs villes dans le nord et en dehors du nord qui ont mis des espaces publics au nom de Martha Desrumaux. Voilà. Il y a un amphi à Lille qui va porter le nom de Martha Desrumaux. Voilà un petit peu où on en est. Bon. Mais on est bien loin du compte. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Robert. Il y a Madame Dubois qui est près de moi qui voudrait ajouter quelque chose sur la déportation de Martha. Alors, bonjour à tout le monde. Simplement, je voudrais insister sur le fait que Martha quitte le Nord en s'appelant Martha Desrumaux et qu'elle quitte Ravensbrück sur sa fiche marquée Marthe Manguine. Simplement, et pour vous expliquer aussi que Martha, lorsqu'elle arrive à Ravensbrück, est connue. Je vais vous parler, ça va durer 2 minutes. C'est Olga Benario qui entreprend de parler du combat international. C'est une antifasciste du camp de Ravensbrück qui avait décidé d'éduquer les femmes détenues. Le premier thème était l'histoire du développement de la classe ouvrière. Donc Olga parle des grèves en France, d'une ouvrière qui se révéla à elle lors de la grève dans le nord de la France comme une excellente dirigeante. Olga leur donna en exemple 7 ouvrières dont le nom est Martha Desrumaux. Pour information, en 1942, les femmes des Bains et du Revier annoncent qu'une Française très malade se trouve dans le transport. Le médecin, lors de l'arrivée, déclara brutalement qu'une main devait être amputée. Dans les registres, les camarades qui s'occupent des arrivées apprennent que la nouvelle arrivée est une combattante de la liberté, une combattante du dur combat national du peuple français, Martha Desrumaux. Aux yeux des camarades apparaît immédiatement l'image de la grève des ouvrières textiles de Lille. Elle pense au parti français, pour qui la perte de Martha Desrumaux serait un coup redoutable. Immédiatement, la lutte clandestine commence. Une doctoresse déportée s'entend que les infirmières détenues et visite la malade qui présente déjà un empoisonnement du sang. Elles sont unanimes à décider que la camarade française doit être sauvée. Elles luttent pour cette vie, non seulement avec la mort, mais aussi avec les médecins SS, qui n'attachent aucun intérêt à la vie des prisonnières. Tout est mis en œuvre pour. Et Martha est guérie. Malheureusement, Olga n'a malheureusement pas pu saluer sa camarade française. Lors de l'arrivée de Martha, elle avait déjà été transférée à Bernbourg en vue de sa liquidation. Olga Benario est une militante communiste allemande d'origine juive, extradée par le Brésil en 1936. Elle est déportée à Ravensbrück de 1939 à avril 1942, puis à Bernbourg où elle demeure gazée le 23 avril 1942. Olga fait partie du programme d'euthanasie officielle appelé plus tard Action T4,
qui fit plus de 9384 victimes. Alors simplement, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est extraordinaire. Ces femmes, certaines d'entre elles, savaient qui était cette femme française qui arrive, que c'était Martha Dribaud. Et elle leur fait comprendre qu'il faut se taire. Elles vont se taire. Oui, ça aussi, ça fait partie de la solidarité dans le système concentrationnel. Être capable de tout mettre en œuvre pour sauver quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est aussi une très belle image de ce que pu être ces femmes, la résistance de ces femmes, l'humanisme, les valeurs universelles qu'elles portaient. Je propose qu'on termine sur cette très belle image de solidarité. Merci beaucoup, merci Pierre. Merci à vous tous et à toutes. Merci pour votre dialogue à tous les deux. C'était vraiment merci beaucoup. Hein. Merci, encore merci. Merci.